Mozart. Rien que le nom, ça évoque le génie, des mélodies que tout le monde a en tête. Mais derrière cette légende, il y a une histoire bien plus humaine, bien plus complexe. Alors partons à la découverte de l'homme qui se cache derrière la musique. Parce que derrière ce nom, cette signature presque iconique, il y a une vie de haut et de bas, de triomphes incroyables et de luttes acharnées. Une vie, en fait, bien plus passionnante que le mythe. Et attention, ce n'est pas nous qui le disons avec le recul. Déjà, à son époque, ses contemporains, et pas n'importe qui, le grand Joseph Haydn, son ami, son mentor, savaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un d'absolument exceptionnel. Alors voilà, la question qu'on va se poser est simple. Allons plus loin que les perruques poudrées et les clichés. Qui était vraiment l'homme, Wolfgang Amadeus Mozart? Et quel prix a-t-il dû payer pour laisser derrière lui une musique devenue éternelle? Notre histoire, elle commence forcément là où le mythe a pris racine, avec l'image de cet enfant prodige qui a littéralement ébloui l'Europe entière. Pour se rendre compte, quelques chiffres. En seulement 35 ans de vie, Mozart a laissé derrière lui plus de 800 œuvres. C'est juste ahurissant. Il a touché à tout, de la symphonie à l'opéra, en passant par la musique de chambre. Et tout ça, ça a commencé à un âge qu'on a du mal à imaginer. 5 ans. À l'âge où la plupart des enfants découvrent à peine les lettres, le petit Wolfgang, lui, composait déjà. Et ça, ce n'est pas une légende inventée après coup. C'est un témoignage direct, celui de sa propre sœur, Nannerl. Elle-même était une musicienne très douée et elle a vu son petit frère passer des heures au clavier à créer ses premières mélodies que son père, Léopold, s'empressait de noter. Forcément, un talent pareil, ça ne pouvait pas rester caché à Salzbourg. Très vite, la famille Mozart se retrouve sur les routes et l'enfance de Wolfgang se transforme en une sorte de tournée sans fin. Le rythme est juste fou. À 6 ans, il joue déjà devant les têtes couronnées. Puis c'est parti pour un marathon de 3 ans et demi à travers l'Europe. Paris, Londres, les Pays-Bas. Ensuite, direction l'Italie, le temple de l'opéra. Pour plusieurs longs voyages où il va tout absorber, tout apprendre. Mais attention, il ne faut pas imaginer le glamour des cours royales en permanence. La réalité de ces voyages au XVIIIe siècle, elle est brutale. Les conditions sont dures, on attend parfois des mois avant d'être payé par un prince, et surtout, il y a la maladie, qui a failli l'emporter plus d'une fois loin de chez lui. Sans parler de la pression constante de devoir être génial tous les soirs. Cette enfance sur les routes a forgé un artiste qui, c'est certain, n'allait jamais se contenter d'une petite vie tranquille de serviteur. En grandissant, son poste à Salzbourg lui devient de plus en plus insupportable, jusqu'au point de rupture. Il faut comprendre ce que c'était, sa situation. Il était au service du prince-archevêque Colloredo. En gros, il était un domestique. Le salaire était ridicule et le statut humiliant. On attendait de lui qu'il mange à la table des valets et des cuisiniers. Et le pire pour lui, c'est que ses ambitions, notamment composer les grands opéras dont il rêvait, étaient totalement bridées. Alors, quand il se retrouve à Vienne en 1781 avec son employeur, le conflit éclate. Mozart voit toutes les possibilités qu'offre la capitale, il sent que c'est là que ça se passe. Il décide de tenter le tout pour le tout, il essaye de démissionner. Mais l'archevêque refuse. La confrontation finale, elle, n'a rien de noble. C'est l'intendant de l'archevêque qui s'en charge et qui met littéralement le jeune compositeur à la porte avec cette insulte physique. C'est un moment choc, humiliant, qui va sceller son destin. C'est fini. Salzbourg. Et ce choix, il faut bien mesurer à quel point il est radical pour l'époque. La plupart des musiciens sont dépendants d'un patron, d'un mécène. Lui, il choisit la voie de l'indépendance. Il troque la sécurité toute relative d'un poste de serviteur contre la liberté totale, mais aussi le risque immense de la vie d'artiste freelance à Vienne. Et à Vienne, ça va être les montagnes russes. Il va connaître les sommets de la gloire, mais aussi les abîmes du désespoir financier. Au début, son pari est gagnant. C'est la star de Vienne. On le considère comme le meilleur pianiste de la ville. Son opéra « L'Enlèvement » au Sérail est un carton. Et les concerts qu'il organise lui-même pour présenter ses nouveaux concertos pour piano sont pleins à craquer. Avec sa femme, Constance, il mène la grande vie. Bel appartement, beaux habits, il ne se refuse rien. Mais voilà, ce succès est terriblement fragile. Une guerre éclate entre l'Autriche et l'Empire ottoman, l'économie viennoise plonge, et l'argent de l'aristocratie se fait plus rare. Et pour Mozart, la chute est brutale. Ses revenus s'effondrent, on parle d'une baisse de 2/3 en 1788 par rapport à ses meilleures années. La conséquence, elle est poignante. Le compositeur le plus célèbre d'Europe en est réduit à écrire des lettres de plus en plus désespérées à ses amis, comme son frère franc-maçon Michael von Puchberg, pour lui emprunter de l'argent, juste pour tenir le coup. Et pourtant,
C'est peut-être là que réside le plus grand mystère de Mozart. C'est au cœur de ses difficultés que son génie non seulement ne faiblit pas, mais atteint des sommets inégalés. Sa toute dernière année de vie est l'une des plus incroyablement créatives. La liste donne le vertige. En 1791, alors que sa santé décline et que les soucis d'argent sont omniprésents, il compose La Flûte enchantée, le sublime concerto pour clarinette, et il entame son œuvre la plus mythique, la plus chargée de légendes, le Requiem. Cette messe des morts, il y travaillera jusqu'à son dernier souffle. Le fait qu'elle soit restée inachevée à sa mort, à seulement 35 ans, a évidemment ajouté une couche de tragédie et de mystère à sa fin si prématurée. Et sa mort, justement, on entend souvent dire qu'il a été jeté dans une fosse pour les pauvres. La réalité est un peu différente. Il a eu droit à ce qu'on appelait une fosse commune, ce qui était la norme pour tous les Viennois qui n'étaient pas de la noblesse. C'était bien une tombe individuelle, mais sans pierre tombale, et qui pouvait être réutilisée après 10 ans. Ce n'était pas un enterrement d'indigent, mais un enterrement modeste, à l'image de ses finances à la fin de sa vie. Et voilà, on arrive à la fin. Une vie incroyablement courte, 35 ans, traversée par des extrêmes, la gloire et la misère, la joie et la souffrance. Et pourtant, de ce tourbillon est née une musique d'une perfection, d'une beauté qui semble totalement intemporelle. Alors, on peut se poser la question, est-ce que l'art qui reste est celui qui naît du triomphe, ou au contraire celui qui est forgé dans la lutte ?